Voilà, donc c'est un travail, donc j'insiste sur les discours, hein, sur les meilleures pratiques de gouvernance, donc meilleures pratiques d'ailleurs que je mets entre guillemets, donc, et non pas sur les pratiques, sur les pratiques effectives. D'ailleurs, quand on parle de best practice en matière de gouvernance, souvent on a ce paradoxe que ce à quoi on se réfère, c'est finalement un ensemble de rapports, hein, de places, qu'on appelle aussi les codes de gouvernance, qui ne sont pas vraiment des pratiques effectives d'entreprise observées, mais un certain nombre de recommandations donc, qui représenteraient quelque part un idéal à atteindre, mais pas vraiment forcément des pratiques effectives. Donc la question donc, que je me pose dans le papier que j'imagine qui va figurer sur le site aussi de cette journée est celle donc, de l'institutionnalisation croissante d'un certain discours sur les pratiques de gouvernance en France, et puis donc l'objectif de ce travail est double. Donc il s'intéresse d'abord à la dynamique de l'institutionnalisation, hein, dans le temps. Est-ce que vraiment ce discours-là se répand, gagne de la légitimité autour du temps, et puis aussi une interrogation sur finalement les dangers d'un certain discours, encore une fois, sur la gouvernance, qui tend en quelque sorte à s'imposer comme une pensée unique, alors que le modèle sous-jacent, hein, sur lequel se fondent finalement ces rapports, ces recommandations en matière de meilleures pratiques de gouvernance, sont finalement dérivés d'un modèle de gouvernance qui, à la base, est contingent à un certain type d'entreprise, à une certaine configuration. D'ailleurs, les auteurs à la base, hein, donc bon, la théorie de l'agence avec l'article important de Fama et Jensen de 83, hein, donc qui parle donc d'une certaine structuration du travail du conseil d'administration. Donc les auteurs sont très explicites à ce niveau-là, hein, à bien contextualiser finalement la portée de leur modèle qui est conçu pour la grande entreprise managériale au capital largement dispersé. Or, par la suite, on a perdu ça un peu de vue. Et aujourd'hui, on a tout un discours sur, donc encore une fois, les meilleures pratiques de gouvernance, comme s'il s'agissait d'une pratique universelle. Donc on crée un genre de prêt-à-porter à taille unique, quoi, mais qui pose finalement un certain nombre de problèmes. Donc, alors, ce qu'on constate depuis une grosse quinzaine d'années maintenant, c'est ce mouvement, ce que j'appelle les codes de gouvernance, c'est-à-dire qui sont des codes ou qui sont les rapports de place, donc qui codifient, comme je l'ai dit, un certain nombre de pratiques souhaitables, notamment au niveau du conseil d'administration. Et puis, bon, aujourd'hui, c'est assez connu. Les pratiques principales, c'est l'exigence en haut degré d'indépendance des administrateurs, c'est une structuration du travail du conseil d'administration par comité, et ainsi de suite. Donc ce mouvement est très très important, hein. Donc bon, pour l'Europe, ça a démarré outre-Manche avec le rapport Cadbury. Ça a traversé la Manche d'abord au niveau de la France, hein, qui au niveau de l'Europe continentale était finalement un des premiers pays à avoir emboîté le pas dès 1995 avec le premier rapport Viennot. Depuis, on a eu un certain nombre d'autres rapports, donc Viennot 2, le rapport Bouton, une synthèse par le MEDEF. Aujourd'hui, dans le monde, on dénombre plus de 180 rapports de ce type, hein. Donc certains pays ont plusieurs donc rapports ou codes de ce genre. Alors ce qui est très très intéressant, c'est qu'on rentre dans le contenu de ces codes, on s'aperçoit, donc il y a eu un certain nombre d'études, dont une très importante qui avait été mandatée par la Commission européenne sur le contenu des différents codes, donc une analyse de contenu très fouillée qui montre que finalement les recommandations de l'ensemble de ces codes qu'on trouve convergent très très fortement. Je dirais presque à 90%, on retrouve quasiment les mêmes types de recommandations au degré d'indépendance des administrateurs et ainsi de suite. Donc ce qui permet de dire, au fond, quand on voit l'adoption dans un pays de plus d'un code de ce type, finalement, c'est un même genre d'idée qui tend à se diffuser.
Alors, la question qui se pose, par contre, est-ce que cette publication d'un code de bonne conduite dans un pays, est-ce que c'est un événement relativement ponctuel ou une communauté, bon, en France, a été très portée par les mouvements patronaux, hein, c'est le MEDEF et donc la FEP qui ont été à l'initiative de ces codes. Est-ce que c'est purement un effet de communication ponctuel pour signaler globalement, nous, patronat, par rapport à une communauté des investisseurs, une certaine légitimité, ou est-ce que, plus largement, ce genre de discours-là tend à être partagé, adopté par non pas seulement un nombre d'entreprises très, très restreint, qui serait le club des grandes entreprises, hein, mais tend à s'étendre finalement. Est-ce que ce discours n'acquiert pas une légitimité plus large, hein? Donc, est-ce que finalement les entreprises s'approprient est-ce que les entreprises s'approprient le discours et si oui, est-ce qu'elles se l'approprient intégralement ou sinon, quels sont les éléments qu'elles s'approprient? Et puis, la question liée, c'est quels sont finalement les dangers d'une appropriation aveugle. Donc, c'est le point que j'ai déjà évoqué tout à l'heure par rapport à la base de l'adoption d'un discours qui concerne à la base un modèle finalement de gouvernance relativement contingent. Est-ce que finalement un genre de mouvement moutonnier qui tenterait à accepter un discours sans critique, est-ce que ça ne pose pas un certain nombre de problèmes? Donc j'y reviendrai en conclusion. Alors, donc, ce dont on dispose depuis 2004, c'est l'obligation de déclarer les pratiques de gouvernance, donc au niveau des rapports annuels. Donc, ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est d'avoir repris donc les études de l'AMF, hein, annuelles sur les pratiques de déclaration. Donc, on est bien au niveau du discours, hein, déclaré, hein, en sachant qu'entre une indépendance déclarée des administrateurs et la pratique dans l'esprit de cette indépendance peut y avoir un très très grand décalage. Hein. Donc, mais est-ce que déjà le discours aujourd'hui paraît légitime au point où chaque entreprise, quel que soit son statut, quel que soit son actionnariat, se sent obligés de communiquer sur ce mode-là? C'était un peu ça l'idée de l'étude. Alors, donc effectivement, quand on regarde les chiffres des études de l'AMF, de l'autorité des marchés financiers, on se rend compte qu'effectivement, de plus en plus d'entreprises s'approprient ce discours-là, communiquent sur ce mode, hein, donc font des déclarations en matière d'indépendance. Déjà en 2004, 100% des entreprises du CAC 40 le faisaient, et ce qui est plutôt cohérent avec la théorie dans la mesure où on considère que c'est surtout dans le CAC 40 qu'on a un grand nombre d'entreprises managériales, hein, au sens où l'entend la théorie de l'agence. Donc, mais ce qu'on constate au-delà, c'est que de plus en plus de mid-caps, voire de small-caps, adoptent aussi ce discours. Et pas forcément des small-caps qui ont un actionnariat très très ouvert, mais aussi des entreprises qui maintiennent un actionnariat familial ou par le fondateur relativement fort et qui ont une part finalement assez marginale qui soit cotée en bourse. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire le mouvement, il déborde finalement par rapport, donc le discours acquiert une certaine légitimité perçue, en tout cas aussi de la part d'entreprises qui ne sont pas celles pour lesquelles il a à la base été conçu. Voilà. Après, au-delà d'avoir regardé les études de l'AMF, donc sur des échantillons d'entreprises relativement importants, je me suis intéressé à un certain nombre de cas pour regarder aussi au niveau de quelques entreprises quelle a été la dynamique au sein d'une même entreprise de l'adoption du discours au cours du temps. Et là, dans le travail que j'avais fait, alors en fait, je parle plus vite que... on reviendra à Michelin. Donc ce que j'ai fait, c'est d'avoir regardé deux types d'entreprises. J'ai volontairement pris des cas un peu extrêmes où on risquait de voir des choses intéressantes. Alors j'ai pris la Société Générale. Pourquoi? Bon, on connaît l'histoire récente de la Société Générale, mais aussi parce que les trois rapports de place les plus emblématiques dont on dispose sont finalement les rapports Viennot et le rapport Bouton, qui étaient donc les dirigeants de la Société Générale. Puis bon, dans le papier, je reprends un peu l'histoire de la Société Générale.
qui date du milieu du 19e siècle, qui a été nationalisé après la guerre, qui a ensuite fait partie de la première vague des privatisations, donc qui est assez emblématique d'ailleurs de l'évolution du capitalisme français, quelque part, et de l'évolution du système de gouvernance français, et qui, notamment suite à la privatisation, a fait partie des entreprises dans lesquelles le capital a été très vite, très largement dispersé. Donc ça fait partie donc, de ces entreprises managériales, et au-delà d'avoir un actionnariat qui était largement coté en bourse, fait en plus partie de ces entreprises où les fonds d'investissement étrangers, dont notamment les fonds anglo-saxons, sont très très vite montés en puissance. Donc ce qu'on voit, c'est qu'entre 96 et 99, alors en 96, la part des investisseurs étrangers dans le capital de la Société Générale était de l'ordre du tiers du capital, et on arrive à quasiment 50% en 99, donc ce qui est quand même assez important, et donc assez logiquement, donc on comprend pourquoi les dirigeants de cette société-là étaient parmi les premiers à communiquer finalement sur les modes des meilleures pratiques de gouvernance, perçues comme telles en tout cas par les investisseurs institutionnels anglo-saxons, qui en avaient fait un peu leur cheval de bataille. Donc pour communiquer une certaine légitimité vis-à-vis de leurs investisseurs. Alors donc, de façon assez cohérente avec le discours qu'ils avaient tenu, dans leur propre déclaration de pratique de gouvernance, on constate effectivement que dès 1996, ils font des déclarations sur l'ensemble des thèmes, indépendance, structuration par conseil. Donc ça ne surprend pas outre mesure. Ce qu'on voit cependant, et c'est là où c'est intéressant d'approfondir un peu un cas dans la durée, c'est que par contre le discours s'intensifie au cours du temps. Quand on regarde, pour donner juste quelques idées, quand on regarde le volume des déclarations de la Société Générale, on est à deux pages à peu près de déclarations sur les pratiques de gouvernance en 1996 au sein des rapports annuels. On est à peu près 30 pages donc en 2006. Donc, ce qui montre aussi donc, finalement l'importance du discours, en tout cas, au sein de la communication financière pour communiquer une certaine légitimité. Voilà. Par ailleurs, les déclarations sur l'indépendance deviennent de plus en plus fortes. Là où en 1996, il y avait à peu près un tiers des administrateurs déclarés indépendants dans la Société Générale, désormais on est à la moitié. Donc on a donc un renforcement. Donc les concepts restent les mêmes, on reste bien dans ce discours-là, mais ce discours se renforce. Mais toujours, j'allais dire, dans le même sens. Ce n'est pas une mise en cause du modèle sous-jacent, c'est un renforcement de ces idées-là. Alors, ce qui est plus intéressant, c'est de regarder un autre type finalement d'entreprise qui finalement s'inscrit dans un modèle capitalistique complètement différent, qui est typiquement le capitalisme familial. Donc ça, c'est le cas Michelin. Et comme vous le savez certainement, Michelin est justement très protégé contre les pressions du marché financier à travers le statut de société en commandite par action, donc qui est contrôlé par la famille Michelin, qui a d'ailleurs à peu près le même âge que la Société Générale. Et donc, du coup, il n'y avait pas cette obligation au milieu des années 80 et renforcée depuis le début des années 90 à, j'allais dire, se mettre au diapason d'un certain discours. Et effectivement, quand on regarde donc quand on regarde les déclarations sur la gouvernance dans les rapports annuels de Michelin, pendant très très longtemps, il n'y a rien. Donc quand on regarde à partir de 1996, on ne voit rien. Donc c'était simplement un sujet qui n'était pas identifié comme important. Mais même Michelin donc, commence à communiquer sur ces pratiques-là. Ça commence en 2001 en fait, mais de façon très très rudimentaire.
on déclare un certain nombre d'administrateurs indépendants sans vraiment dire pourquoi, sans vraiment définir les critères de l'indépendance, mais quelque part on a perçu il fallait dire que quelque part il y a des administrateurs indépendants. Et donc ça sur 3 pages, voilà. Et pas regroupé dans une même rubrique gouvernance d'entreprise, mais un peu dispersé. Donc il faut vraiment chercher les éléments au sein du rapport annuel. Mais à partir de 2001, donc quand même 6 ans après la publication du premier rapport Viennot que ça commence, bon, là aussi, petit à petit, le dispositif déclaratif va se renforcer. Et là, on est, en termes de volume, moins important que la Société Générale, mais quand même 15 pages à la fin de la période que j'ai étudiée sur une déclaration sur les pratiques de gouvernance. Donc tout ça pour dire que finalement, même dans le cadre d'une société qui ne fait pas partie de celles pour lesquelles le modèle est à la base conçu, et qui est finalement assez protégé contre une pression directe des marchés, on perçoit aujourd'hui l'importance forte d'adopter ce discours, et à défaut de le faire, on serait certainement perçu comme non légitime. Voilà. Donc tout ça pour finalement conclure quoi ? Que ce qu'on observe actuellement, c'est que le modèle standard de la gouvernance, donc ça je voulais le rappeler, est en réalité contingent. Donc j'avais publié un papier dans CCA en 2005, je pense, qui était une critique théorique du modèle sous-jacent, donc qui est derrière ces codes de meilleure pratique de gouvernance, en disant que finalement, au fond, qu'est-ce que c'est que la meilleure pratique de gouvernance si ce n'est que celle qui est adaptée au modèle de création de valeur de l'entreprise en question. C'est-à-dire, quand on est une jeune entreprise de haute technologie contrôlée à 90 ou même 100% par son créateur fondateur, on n'a pas un problème de conflit d'intérêts de l'actionnaire dirigeant avec lui-même. Donc là, en revanche, le conseil d'administration peut quand même jouer un réel rôle, mais qui est plus un rôle en termes d'accompagnement, de coaching, donc plus un rôle de création de connaissances. Donc on est plus dans l'ordre de la gouvernance cognitive, où se situeraient les besoins, que dans l'ordre d'une pure gestion des conflits d'intérêts. Problème donc du modèle standard de la gouvernance, c'est qu'on fait comme s'il n'y avait qu'un modèle de gouvernance, et on donne l'illusion parfois aux gens, à force de marteler ce discours, qu'il suffirait d'adopter ces pratiques-là pour que automatiquement tout aille bien, et puis finalement c'est aussi un moyen de se donner bonne conscience, et on tombe un peu dans le risque du box ticking, c'est-à-dire de traiter finalement des codes de gouvernance comme une checklist. Et puis je rappelle quand même que Enron, encore l'année précédant le scandale, avait été évalué par les magazines américains spécialisés comme la meilleure entreprise sur les critères de meilleure pratique de gouvernance. Donc un des meilleurs conseils d'administration. Voilà, donc le danger, il est un peu là. Donc à partir du moment où on rigidifie, j'allais dire, tout un corpus réglementaire, il est très très facile aussi pour les acteurs d'inventer des stratégies de contournement tout en se conformant en apparence, donc à la lettre de la règle. Tout ça c'est bien connu, et puis bon, c'est pas pour rien que le cas de la Société Générale, là aussi en France, je pense est tout à fait intéressant. Voilà. Voilà. Donc les dangers d'une application purement mimétique de ce discours dominant, c'est une meilleure pratique de gouvernance. Bon, dans le meilleur des cas, au fond, on manque de pertinence. Bon, à la limite, on pourrait dire, bon, c'est pas grave. Encore que imposer un carcan, ça a toujours un coût.
Il ne faut pas oublier qu'un mécanisme de gouvernance, si on reprend la théorie de l'agence, ça ajoute au coût d'agence. Si on le fait, c'est parce qu'on espère que ça réduit plus le coût résiduel que ça n'ajoute au coût. Mais faire fonctionner un conseil d'administration, ça a un coût. Les jetons de présence, il faut organiser les réunions, faire circuler l'information et ainsi de suite. Mais bon, donc à la limite, on pourrait dire, bon, on fait tout ça. Au pire, on manque de pertinence, mais au mieux, on manque de pertinence. Mais je pense que ce qui est pire, c'est que dans certains cas d'entreprise, si on adopte de façon trop rigide, je pense, un certain nombre de pratiques, non seulement on pourrait manquer de pertinence, mais aussi frustrer des gisements de création de valeur dans des entreprises où les problèmes ne sont pas d'abord des problèmes de conflit d'intérêts, mais plutôt des problèmes d'accompagnement, de perception stratégique des meilleures opportunités, et ainsi de suite. Voilà, bon, ça, je l'avais déjà évoqué, donc voilà, j'avais anticipé sur mon mot de conclusion. Voilà, je vous remercie.